Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bon après-midi et bienvenue à l'UNESCO, cette petite terre universelle au cœur de Paris, qui abrite donc cette Université de la Terre, 4e du nom. Je suis Éric Jouan, journaliste, et j'ai le plaisir d'animer ce débat de ce soir qui va clore, en quelque sorte, ces 2 jours de discussion intense. Et nous avons beaucoup de chance parce que nous allons entendre 3 voix qui se complètent vraiment dans leur réponse à cette immense question, vaste, peut-être trop vaste, mais qui va probablement nous intéresser tous. Comment construire un nouveau futur? Chaque jour, l'actualité nous offre le spectacle d'un étrange paradoxe, au fond. À mesure que la planète se rétrécit, nous apparaît plus petite, plus interactive, plus accessible. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés nous semblent toujours plus complexes, plus enchevêtrés, plus émiettés aussi. Et à l'heure où nos vies s'informatisent, se twitterisent, je discutais avec Joël de Ronet tout à l'heure qui me disait qu'au cours de conférences, il lui arrive de recevoir des tweets. Donc maintenant, même la discussion se fait en temps réel, comme on dit. À l'heure où nos repas se micro-ondent, à l'heure où les espérances de vie augmentent, encore pour un moment, il paraît que ça ralentit. Parallèlement, nous nous posons des questions graves, comme celle que posait François Marchand, le patron de Nature et Découverte, hier matin à cet endroit, en nous disant « Sommes-nous une civilisation sans futur ?» Tout de suite, il ajoutait que le thème de l'université était bien sûr de bâtir une nouvelle civilisation. Et je lisais dans Le Monde de cet après-midi, d'aujourd'hui, une tribune signée Michel Rocard, Dominique Bourg et Florent Augagneur. Peut-être l'avez-vous lue puisqu'elle est en libre service là, dans les couloirs. Je cite « Il sera bientôt trop tard pour remédier aux catastrophes écologiques et à leurs conséquences sociales et politiques » avec un titre qui peut inquiéter, le genre humain est menacé. Nous voilà prévenus, alors comment construire un nouveau futur? Tout de suite, je vous présente nos invités en vous promettant que vous aurez la parole après que le panel et les étudiants qui sont là vous auront présenté leurs questions. Il est l'auteur de plus de 50 livres, traduits dans plus de 20 langues et diffusés à plus de 6 millions d'exemplaires à travers le monde. Professeur, écrivain, ancien conseiller d'État, conseiller spécial auprès du président de la République, François Mitterrand, entre 1981 et 1991. Il préside aujourd'hui A&A, je ne sais pas si on doit dire A&A, on va lui demander, Société internationale de conseil, et puis aussi Planète Finance, spécialisée dans le développement de la microfinance. Selon le magazine Foreign Policy, il fait partie des 100 intellectuels les plus importants de la planète. Merci d'accueillir M. Jacques Attali. C'est un de nos plus célèbres physiciens, directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique, au CERN. Il a participé à la conception du grand collisionneur de particules européen. Rassurez-vous, nous n'allons pas faire une conférence sur le LHC cet après-midi, mais il aurait beaucoup de choses à nous raconter là-dessus. C'est un amoureux du boson de Higgs, un professeur apprécié de philosophie des sciences, car c'est un des rares scientifiques de ce pays à cumuler les diplômes de sciences et de philosophie. Spécialiste du temps et de la physique, vulgarisateur hors pair, membre du conseil d'analyse et de la société dirigé par Luc Ferry et du conseil scientifique de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il aime les courses en montagne, le vélo et j'en passe. Monsieur Étienne Klein. Quand en 1975, il écrit le macroscope, se doute-t-il que la systémique va devenir un des piliers de l'analyse de la marche du vivant, des nouvelles technologies aussi. Président de Biotics International, biologiste, il est aujourd'hui conseiller auprès de Claudie Agnuret, la présidente d'Universcience qui rassemble la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte. Ancien du MIT, le célèbre Massachusetts Institute of Technology, il a un vrai talent de pédagogue et de vulgarisateur. Il aime les vagues, l'océan, c'est un fondu de surf, monsieur Joël de Ronet.
Alors bonsoir à tous. Une même question à vous trois pour nourrir ce premier échange. Quels sont les éléments, les ingrédients, les faits, les évolutions qui rendent aujourd'hui plus difficile ou plus intéressant, ou sans doute plus complexe, la question qui nous est posée, celle d'imaginer le futur. Jacques Attali, je sais que vous rentrez de nombreux voyages, vous venez d'écrire, alors il est sorti, il n'est pas encore sorti, ou alors il est tout récemment sorti, un livre qui s'appelle « Demain, qui gouvernera le monde ?» Peut-être première approche de cette question concernant la construction d'un futur. Qu'est-ce qui a changé au fond ? Bon, on pourrait parler des heures sur ce sujet, je vais essayer d'être très bref. Je dirais d'abord que nous sommes passés dans un monde, et M. Klein connaît bien le sujet, où le rapport au temps a été très profondément bouleversé, dans la mesure où nous étions dans des sociétés où le temps était d'abord vécu comme répétitif, cyclique, où l'obsession était de faire que tout recommence à l'identique, à une société dans laquelle le temps a maintenant un sens, et où l'identique c'est détruit. Mais en même temps, quand le temps a un sens, ça peut être un sens du mieux ou un sens du moins bien. Donc il s'agit plus... il y a une sorte de prise de conscience que nous sommes dans des sociétés qui, parce qu'elles changent, sont devenues précaires. Deuxièmement, nous sommes dans des sociétés qui de plus en plus sont urbaines et non plus rurales. Justement, étant urbaines et non plus rurales, elles ont changé leur rapport au temps. Donc l'idée de construire, et non pas simplement de répéter l'identique, d'être dans une terra incognita du nouveau, dans ce monde urbain, est aussi devenu plus clair et plus visible. Et enfin, il y a cette prise de conscience de banalité de ce que nous sommes tous aujourd'hui totalement interdépendants. On l'a vu avec la crise financière, on le voit avec ce qui se passe au Japon, on le voit chaque jour dans chaque événement. Le monde est un village, et cette interdépendance crée à la fois la nécessité d'un projet pour le village planétaire, mais en même temps le sentiment que chaque événement qui se produit dans un coin du village peut avoir des conséquences sur l'ensemble du village, ce qui donc crée une plus grande instabilité, puisqu'il y a 7 milliards de phénomènes qui s'interconnectent les uns avec les autres et qui peuvent vraiment créer des résonances contradictoires. Donc ça crée aussi là un sentiment de précarité et d'instabilité et de grandes difficultés à prévoir. En plus, et par ailleurs, nous sommes dans des sociétés qui ont choisi, dans le développement économique, l'usage des ressources de la planète, donc de détruire pour construire, détruire des ressources naturelles pour construire des choses façonnées par l'homme, et donc il y a aussi ce sentiment-là de précarité. Donc clairement, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, nous ne pouvons plus en rester à l'espérance d'un au-delà, nous ne pouvons plus en rester à la répétition du modèle des générations antérieures, et à chaque échelon, qu'il s'agisse de la personne, de la ville, de la nation et de la planète, on ne peut survivre que dans un projet. Joël connaît très bien cela, mais je vais dans la métaphore que je vais prendre, quand on fait du ski ou quand on fait du surf ou quand on fait un sport de déséquilibre, si on pense à l'instant, on tombe. On ne tient debout que si on pense loin devant. Et là, aujourd'hui, même pour vivre le présent, si on ne pense pas loin devant, on tombe. Donc, à l'échelon personnel comme à l'échelon collectif, le projet de long terme est la condition de survie dans l'instant, même si ce projet de long terme doit être sans cesse repensé, réactualisé, réaménagé, en étant tout le temps fondé sur quelques valeurs qui sont des valeurs morales profondes, une certaine conception du bien et du mal qu'on peut avoir. Pour ma part, j'essaie d'articuler ma vie autour de ces projets personnels et collectifs qui servent, je l'espère, à faire que le monde après moi soit légèrement moins barbare qu'avant. Merci Jacques Attali. On y reviendra sur les valeurs. Étienne Klein, la science est toujours de plus en plus confrontée à une espèce de tribunal. On dit, bon ben voilà, elle est fautive, elle est coupable, la notion de progrès a beaucoup changé. Même question qu'à Jacques Attali, au fond, qu'est-ce qui a changé dans le regard sur la question de la construction du futur ? Comme vous l'avez dit moi-même, notre rapport au progrès a changé. Nous feignons de ne plus l'aimer. Certains déclarent même que l'idée de progrès est morte. Moi, je pense simplement que notre rapport à lui s'est inversé. C'est-à-dire, au lieu de l'aimer positivement, on ne l'aime plus que négativement. C'est-à-dire à l'aune de l'effroi que nous inspire l'idée qu'il puisse s'interrompre. Parce que le retour à la nature que certains préconisent, implicitement, suppose qu'on y retournera avec un GPS, un sac à dos d'antibiotiques
et un téléphone portable. Donc simplement, on l'aime moins, mais en réalité, on l'aime tout autant négativement, parce qu'il n'y a plus que ça qui nous tient en espérance. Einstein se posait la question de savoir si le futur existe déjà dans l'avenir, qui est une question... C'est une belle question, ça. En apparence tout à fait bête, et il répondait oui, c'est-à-dire que pour lui, l'espace-temps, c'est une sorte de territoire qui est présent de toute éternité, au sein duquel nous nous déplaçons, nous, observateurs. Mais demain a la même réalité qu'aujourd'hui. Et je pense que cette conception qu'on appelle la conception de l'univers bloc, quand on fait de la politique ou quand on essaie de penser l'avenir, il faut absolument l'abandonner et considérer qu'il y a encore du jeu politique, il y a encore de la liberté, des choix à faire pour au moins en partie configurer l'avenir d'une façon telle qu'il ressemble en partie, là encore, à nos souhaits. Vous avez parlé de la science, elle est effectivement très attaquée. Moi, j'essaierai de la défendre ce soir. Mais je reconnais que beaucoup de questions se posent et que ce qui a changé aussi, c'est que la science et la technique n'apparaissent plus enchâssées dans un projet de civilisation. Jacques Attali a parlé de projet, je pense que Joël de Renay en parlera aussi, je pense que ça va être le mot-clé de l'après-midi. Il faudrait refinaliser le projet scientifique et le réenchasser dans un projet qui lui donne du sens. Puisqu'aujourd'hui, on le réduit à l'innovation. Pendant la modernité, disons depuis Descartes, il fallait être maître et possesseur de la nature, non pas pour se faire plaisir, mais en vue d'une fin transcendante qui était le bonheur et la liberté. Donc la science et la technique étaient un moyen en vue d'une fin transcendante. Aujourd'hui, on a du mal à nommer un projet de civilisation. Du coup, les innovations que la science et la technologie permettent de faire sont interrogées pour elles-mêmes, sans qu'on trouve à leur donner un sens dans l'horizon qu'elles permettraient de configurer. Et donc, il y a beaucoup de travail prospectif à faire, et il devient urgent que nous décidions tous ensemble, à l'échelle de la planète. Je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas s'il y a une gouvernance qui permettra de l'établir, mais les deux questions fondamentales, c'est de quoi avons-nous besoin? Première question. Et deuxième question, qui n'est pas la plus simple, que voulons-nous? Merci Étienne Klein. Alors, Joël de Renay, même question, même punition, mais peut-être dans un univers plus proche de la biologie. Qu'est-ce qui a changé? C'est que le futur n'est plus ce qu'il était, selon la phrase célèbre qu'on attribue tantôt à Isaac Asimov ou à André Fontaine. Et comme le futur n'est plus ce qu'il était, il faut le réinventer. La meilleure façon d'ailleurs de prédire le futur, c'est de l'inventer. Et je pense que ce qui est en train de changer aussi dans les relations humaines, dans le lien social qu'on crée entre nous, avec les réseaux sociaux et la civilisation du numérique, c'est qu'on a besoin, à mon avis, de deux choses, et on simplifie dans les quelques minutes qui nous sont accordées au début de cet intéressant débat. Ce sont des valeurs et des priorités. Je vais vous dire quelques valeurs que je pense nécessaires pour construire ensemble le futur. La première, c'est la responsabilité. Re-responsabiliser les gens. On est trop utilisé et on est trop assisté. Deuxièmement, en plus de la responsabilité, c'est la créativité. Sans innovation, partout, on ne pourra pas créer ce futur et l'inventer. Il y a aussi la nécessité de la solidarité, la nécessité du partage, et aussi celle de l'empathie. C'est un mot dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le fait qu'en se mettant à la place de l'autre, on peut mieux comprendre ses sentiments et ses émotions. Or, nous sommes habitués à des sociétés de conflits, de violences, de rapports de force, alors que l'empathie nous permet ensemble de construire un monde qui est utile et intéressant pour chacun d'entre nous. Et les priorités, moi j'en ai 5, je les décris rapidement, on en parlera j'espère pendant le débat. La première, c'est l'éducation. L'éducation à tous les niveaux, mondiale, à tous les niveaux de la société, des jeunes, des moins jeunes, dans l'entreprise, des seniors. Faire des ponts entre l'éducation des jeunes et des seniors, que les seniors aident les jeunes à contextualiser toute l'information qu'ils reçoivent, et les jeunes à transférer leur culture numérique, puisqu'on est rentré, comme je l'ai dit, dans la civilisation du numérique, vers les seniors, les personnes plus âgées, dans l'entreprise aussi. Mettre en place une forme de coéducation, pas seulement d'éducation du haut vers le bas, selon les ministères de l'éducation nationale des différents pays, mais une coéducation, et les réseaux vont nous y aider. Deuxième priorité, l'énergie.
Comment entrer dans une forme d'énergie renouvelable qui donne une quantité d'électricité continue dont on a besoin, dont on nous dit aujourd'hui qu'elle ne peut venir que de 4 éléments, le nucléaire, le fioul, le charbon, le gaz, et avec un petit peu d'hydroélectricité pour adoucir les creux et les courbes. Non, on peut absolument faire de l'électricité en continu, ce qu'on appelle en anglais le base load, avec une matrice énergétique de plusieurs énergies renouvelables connectées entre elles, où les énergies aléatoires, c'est-à-dire le vent et le soleil, sont compensées par des stocks permanents que sont la biomasse ou la géothermie. Le tout relié par une grille intelligente, ce qu'on appelle en anglais un smart grid, c'est-à-dire une grille intelligente qui permet d'adapter l'offre à la demande, de faire rentrer les énergies alternatives comme l'éolien et le solaire photovoltaïque à l'intérieur de la grille, avec des compteurs intelligents chez les gens et de pouvoir contrôler et économiser de l'énergie. Troisième priorité, c'est une forme de démocratie participative réelle. On l'a vu, les réseaux sociaux sont en train de bouleverser la relation entre les gens. Et il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi l'Internet mobile, le repérage par GPS. On a vu comment dans certains pays, et nous vivons ça en ce moment, la mise en commun d'idées, le partage d'idées, le respect de l'idée de l'autre peut conduire à une émergence d'une démocratie participative à laquelle on a tellement besoin dans les systèmes pyramidaux politiques dans lesquels nous sommes encore aujourd'hui. Quatrième priorité, l'alimentation mondiale. Cette alimentation, il y en a qui ne mangent pas assez, qui meurent de faim, d'autres qui mangent trop. Et cette alimentation est sous la dépendance de multinationales mondiales dont le profit à court terme est préféré à la santé à long terme des gens. C'est inacceptable. Nous devons coproduire les alimentations où on en a besoin en réseau et les échanger en réseau. Et c'est extrêmement important pour le futur de l'humanité de faire en sorte que nous puissions nous alimenter et rester en bonne santé. Enfin, dernière priorité, c'est le vieillissement, la vieillesse. Ça va être le grand enjeu des 50 prochaines années. On gagne un trimestre d'espérance de vie par an. En 2050, l'espérance de vie, hommes et femmes confondus en France, sera 96 ans. La retraite sera à 60 ans ou à 65 ans. Qu'est-ce qu'on va faire de cette vie en plus? Comment faire en sorte que les personnes âgées puissent appliquer la prévention pour qu'ils se maintiennent en bonne santé et ils vieillissent moins vite? Et aujourd'hui, la science, et je termine là-dessus, Eric, la science nous montre qu'avec ce que l'on appelle l'épigénétique, j'espère que je pourrai revenir sur ce sujet tout à l'heure, c'est pas seulement la génétique, mais l'épigénétique, c'est-à-dire la modulation de l'expression de nos gènes par notre comportement alimentaire, exercice, management du stress, permet non seulement d'être en meilleure santé et de faire des économies sur la sécurité sociale, mais en même temps de vieillir moins vite, de vieillir jeune plutôt que de vivre vieux, ce qui n'est pas très intéressant. Merci Joël de René. En tout cas, voilà une feuille de route sur laquelle on va certainement revenir tout à l'heure. Une question tout de suite de notre panel étudiant, très nombreux cet après-midi. Nous accueillons des étudiants d'HEC, de l'ESCP, de Sciences Po, de l'École centrale et de l'Institut Polytechnique La Salle Beauvais, d'Epitech aussi. À vous, je crois que c'est Guillaume. Oui, Guillaume de ESCP Europe. Donc ma question s'adresse à Monsieur Attali, parce que vous nous avez présenté, Eric Jouan, son nouveau livre. Donc nous sommes très curieux, donc c'est très simple ma question. Qui, demain, gouvernera le monde? Ça, c'est une question. Si je pouvais répondre en 2 minutes, j'aurais pas écrit 400 pages, mais si j'avais à répondre d'un mot, je dirais personne. Parce que nous sommes dans une époque très particulière où non seulement il n'y a pas de pilote dans l'avion, mais il n'y a pas de cabine de pilotage. Nous sommes dans une période où le monde est en train de s'unifier, je l'ai dit, mais en même temps où la grande évolution va vers une généralisation de l'économie de marché, qui est une longue histoire qui a commencé au XIIe siècle. Il y a aussi une longue histoire qui a commencé aussi au XIIe siècle de généralisation des règles de la démocratie, mais alors que le marché devient très vite mondial, les démocraties restent locales. Et on va avoir donc une juxtaposition de démocratie locale et d'un marché global, avec presque personne capable d'être une nation dominante, comme l'ont été successivement les Flamands, les Chinois, enfin dans l'ordre les Chinois, les Flamands, etc., jusqu'aux Américains aujourd'hui, en commençant, j'ai essayé de commencer bien avant, puisqu'il y a des gens qui se prétendaient les maîtres du monde il y a déjà 30 siècles. Et aujourd'hui, on a une superpuissance déclinante,
les États-Unis, mais à mon sens, l'évolution va être la suivante. Premièrement, comme à la fin de l'Empire romain, on va avoir à la fois un déclin progressif lent des États-Unis, un déclin relatif, mais en même temps, comme à la fin de l'Empire romain, une occidentalisation de la planète. C'est-à-dire que tout le monde va intérioriser des valeurs occidentales, la liberté individuelle, la démocratie, la façon de vivre, de désirer des choses que vous appeliez tout à l'heure. De quoi on a besoin? On a tous besoin des... Enfin, ceux qui ne les ont pas veulent avoir les mêmes choses. Donc il y a une occidentalisation en même temps du monde, en même temps qu'une disparition de la puissance de l'Occident. Simultanément, l'émergence des nouvelles puissances politiques sera extrêmement lente. Je ne crois absolument pas que les États-Unis seront remplacés par la Chine comme puissance dominante, parce que la Chine aura énormément de problèmes intérieurs à régler pendant au moins 50 ou 60 ans avant de pouvoir s'occuper du reste du monde, même si elle va s'occuper du reste du monde pour avoir des matières premières, mais pas comme gendarme du monde. L'Inde, c'est dans le même cas. La seule puissance qui, si elle s'organisait, pourrait jouer un rôle important, c'est l'Europe. Donc c'est une question qui reste ouverte. Mais le plus vraisemblable est qu'on aura une longue période de chaos, suivie d'une puissance, une vague forte de croissance de puissance non étatique. Et je crois beaucoup, malheureusement, à la montée de l'économie criminelle, de l'économie illégale d'abord, puis de l'économie criminelle, qui est en train de prendre une place exponentielle dans l'économie mondiale, l'économie de la drogue, l'économie du sexe, l'économie des armes, des etc. mafias, au fond, oui. Oui. Au-delà de cela, la logique voudrait, un petit peu comme à la fin du XIXe siècle, que le monde ne l'accepte pas, ce crise se ferme, qu'on ait des guerres, qu'on ait une période de fermeture, parce qu'à la fin du XIXe siècle, il y avait aussi cette idée d'une mondialisation qui était en train de réussir, puis on a eu 80 ans de parenthèse. Il est possible qu'on ait 80 ans de parenthèse, avec toute une série de dictatures, religieuses, idéologiques diverses, et qu'au-delà ou à la place, puisque c'est toujours en général après les guerres et pas à la place des guerres, on voit apparaître une nouvelle architecture mondiale, comme on l'a vu en 1815 avec le Concert des Nations après les guerres napoléoniennes, en 1920 avec la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, ou les Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront, comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. C'est loin devant nous, et en attendant, on peut s'attendre à une grande période de chaos, et une grande période où les deux grands sujets seront pour moi la maîtrise de l'environnement, et évidemment le fait d'éviter de le détruire, et la lutte contre la pauvreté qui, si on poursuit dans les tendances actuelles, va toucher 4,5 milliards de personnes sur 9 milliards en 2050, donc créer par ces deux dimensions une situation révolutionnaire qui, par la guerre ou sans la guerre, aboutira à quelque chose comme une démocratie planétaire. Maintenant, le chemin est long et nous avons vécu maintenant depuis 60 ans à peu près une étrange période où il nous semble que c'est une période de violence. En réalité, quand on regarde les chiffres, c'est pas du tout une période de violence. Il y a beaucoup moins de violence depuis 60 ans qu'avant. Le nombre de morts par violence depuis 40 ans baisse tous les ans à l'échelle mondiale. Ça peut paraître étrange, mais c'est un fait. Mais je crois que cette période-là est en train de se terminer et qu'on rentre dans une nouvelle période d'accélération de la violence pour 1001 raisons. On peut la maîtriser. On a 1000 exemples de choses intelligentes qui avaient été dites en 1910 pour créer la Société des Nations avant la Première Guerre mondiale. En 1929, 2 ministres des Affaires étrangères français et allemands avaient proposé la création d'un marché commun européen, Stresemann et Aristide Briand. Il a fallu attendre ce qu'on sait pour pouvoir le faire. De même pour les Nations Unies. Aujourd'hui, on sait très bien ce qu'il faudrait faire. On voit très bien comment faire une sorte de gouvernance, je dirais pas un gouvernement mondial qui maîtriserait les principales difficultés, qui permettrait d'éviter que les Japonais puissent avoir le droit de faire n'importe quoi, que les banques américaines soient laissées en toute liberté, que chacun puisse se conduire en toute liberté à l'égard de son peuple. On voit très bien comment le faire. Ça supposerait 2 jours de négociation pour des gens de bonne volonté, mais naturellement, ça n'aura lieu que si on est forcé à le faire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le pire de ce qui nous arrive, c'est que nous vivons sous ce que j'appellerais la tyrannie de l'insouciance. Dès qu'un problème est passé, on est ravi de retourner à l'insouciance. On est ravi de ne pas le régler. On est ravi de dire « c'est passé, passons à autre chose ». Et c'est cela aujourd'hui qu'il faut tenter de dépasser.
On y reviendra sans doute tout à l'heure. Une question. Oui, bonjour, je m'appelle Artemis Limousi, je suis étudiant à l'ESCP Europe et à l'École centrale. Et donc ma question prolonge un peu ce que vous dites, Monsieur Attali. Elle est plutôt pour Monsieur Klein. Voilà, par exemple, la catastrophe récente de Fukushima a remis, on va dire, la gestion des risques et comment la société gère ces risques, les risques aussi bien industriels que naturels. Donc on l'a remis au cœur du débat. Et en fait, on a un peu l'impression que la société, en général, et la politique plus particulièrement, se décharge souvent sur la science, pour ne pas affronter des choix qui sont des choix de quel risque il faut prendre. Parce que le risque, il existe, ou en définitive, il est irréductible. Et donc, c'est parfois une démarche quasi religieuse, parce qu'on sait qu'il y a des statistiques, qu'il y a des probabilités. Et donc, en croyant mesurer le risque, on pense s'en décharger. Et donc, est-ce que c'est quelque chose de plutôt religieux? Est-ce que c'est fondé? Et est-ce que c'est dangereux? Étienne Klein, oui, c'est pour vous. Je me doutais bien qu'il y aurait une question sur Fukushima, mais pas celle-là. Alors, simplement, vous savez ce qu'on appelle un risque, c'est le produit de probabilité par un dommage. Et donc, si vous avez un dommage immense, avec une probabilité très faible, vous avez la même évaluation du risque, le même nombre, que si vous avez un dommage faible et une probabilité élevée. Par exemple, les accidents de voiture ont une probabilité assez élevée, et les dommages, c'est quelques milliers de morts par an pour la situation française, par exemple. Et le fait qu'on les homogénéise par cette règle, tous les risques, crée un problème, parce qu'on ne va pas évidemment traiter de la même façon un risque qui correspond à un dommage quasi infini, et un risque plus faible qui est habituel et auquel la société, avec laquelle la société semble s'accorder. Bon. Alors Fukushima, est-ce que ça change la donne? Moi, j'ai pas vraiment l'impression. C'est-à-dire, si vous revenez à l'époque du tremblement de terre de Lisbonne, 1755, il y a eu un déchirement dans la communauté philosophique européenne. Il y a la fameuse correspondance entre Rousseau et Voltaire. Voltaire qui dit, grâce à la science et à la technique, on pourra prévoir, puis un jour prévenir les tremblements de terre. Et Rousseau qui dit, ben non, s'il y a eu des morts à Lisbonne, c'est parce que la civilisation a concentré les individus dans des immeubles de 4 étages en bord de mer. S'ils étaient restés nomades dans les montagnes, il n'y aurait pas eu de mort. Bon. Et ce qui est intéressant avec Fukushima, c'est qu'il faudrait reprendre ce débat en tenant compte du fait qu'une catastrophe naturelle, le tsunami, a aussi provoqué une catastrophe industrielle. Et la part des choses est difficile à faire, puisque c'est grâce à la technologie qu'une ville comme Tokyo ne s'est pas effondrée. Et les immeubles ont résisté grâce au fait qu'ils sont montés sur des ressorts, etc. Et donc ça crée une espèce de mélange entre le naturel et le technologique, entre le naturel et l'artificiel, qui est difficile à penser. Et moi je pense que Fukushima aura des effets qu'on a du mal à percevoir aujourd'hui. D'abord, on ne connaît pas exactement la gravité de cette catastrophe nucléaire. On peut regarder ça avec différents critères. Par exemple, on peut être admiratif du fait que toutes les centrales nucléaires aient résisté au tremblement de terre. Et c'est seulement le tsunami qui a engorgé 2 pompes dans le réacteur de Fukushima qui a empêché le refroidissement des réacteurs après l'arrêt des réactions en chaîne. Donc moi je ne veux pas en parler trop à chaud, j'attends de faire un bilan dans quelques mois quand on saura plus sur ce qui se passe aujourd'hui avec ces réacteurs. Il semblerait qu'ils aient partiellement fondu. Je ne sais pas quelle quantité de radioactivité sera dégagée, mais ça correspond au type de scénario qui était quand même prévu. Donc on ne peut pas dire, j'entends dire qu'il y a un avant Fukushima et qu'il y aura un après Fukushima, je l'entends bien, mais en même temps, ça fait partie des scénarios qui étaient prévus. Donc on ne peut pas dire qu'on apprenne beaucoup de choses en la matière. Et si on continue le nucléaire, on ne pourra pas exclure qu'il y ait des accidents graves. Et la question, c'est celle que vous posez, c'est-à-dire comment trouver des procédures de décision sur lesquelles nous tomberons d'accord avant de prendre les décisions, qui diront quelle est la part qui revient à la discussion générale, quelle est la part qui revient aux discussions d'experts, quelle est la part qui revient à la décision politique. C'est quels sont les risques que nous sommes d'accord pour prendre. Alors c'est facile de faire une présentation idéale de ce problème, mais dans la pratique c'est très compliqué, parce que notre rapport au risque, il n'est pas très objectif souvent, il peut être manipulé, il y a toutes sortes de lobbies qui vont agir pour défendre tel ou tel risque. Il y a des risques très graves qui nous laissent complètement indifférents. Il y a des milliers de morts chaque année dans les mines de charbon. Tout le monde s'en fiche. On n'en parle même pas. Donc le charbon est dédouané du risque parce que ça ne tue que des mineurs. Voilà, il y a une sorte de cynisme aussi dans l'évaluation des risques.
Et donc, si vous, étudiants d'HEC ou d'autres écoles, vous pouvez proposer une procédure de décision qui ne soit pas exactement la démocratie participative à laquelle je crois guère, mais qui dise un peu les trois pôles que je viens de citer, quelle est leur part, comment ils se succèdent, comment on organise les discussions, vous rendrez un grand service à l'humanité. Joël de René voulait intervenir également. Merci. Je crois qu'il faut faire la distinction entre le risque choisi et le risque subi. Le risque choisi, beaucoup de personnes dans cette salle conduisent sans doute trop vite, fument des cigarettes, font du VTT en descendant des montagnes sans casque, que sais-je. Ça, c'est un risque qu'on a choisi, et pour nous, ce n'est pas un risque, parce que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis, il y a le risque subi, qui va du nucléaire dont on vient de parler, au téléphone portable, en principe, ou bien aux OGM. La grande question à laquelle on est confronté, c'est pour Fukushima notamment, c'est qu'on n'a pas l'information sur tous les risques. Parce qu'on est confronté à des sociétés de monopole extrêmement opaques qui, après avoir mis le degré de danger de Fukushima à 4, puis à 5, puis à 6, sont maintenant à 7, n'ont pas donné toutes les informations qui sont en train de se passer. Donc on n'a pas les informations sur le risque. Et d'ailleurs, sur un plan médiatique, sans doute pour détourner l'attention d'autres risques plus réels, on dit par exemple en ce moment, le grand risque c'est les fuites par des fissures des réacteurs d'une eau extrêmement radioactive dans la mer. Bien sûr que c'est important, et il faut en parler, mais on ne parle pas du tout de la radioactivité amenée chez eux par les gens qui ont été exposés, dans les cheveux, dans les vêtements, sur les chaussures, s'ils n'ont pas pris la peine de prendre une douche ou de laisser leurs vêtements ou leurs chaussures à l'extérieur. Cette radioactivité 0,5 millisievert multipliée par 24 heures, multipliée par 365 jours, va devenir une radioactivité dangereuse, c'est-à-dire des petites doses pendant très longtemps. Et l'évacuation, d'abord 20 km, maintenant on pense à 80, les Américains ont dit 80, il faudrait évacuer 80 km. 80 km, c'est 7 millions de personnes. À mettre où? Combien ça va coûter? Et donc, d'une part, le gouvernement japonais, et beaucoup de gouvernements le feraient, bien entendu aussi, ne disent pas toute la vérité parce que les conséquences sociales et économiques sont telles qu'on préfère se cacher sous un nuage, c'est le cas de le dire, opaque, qui ne nous donne pas, à nous, citoyens, et bien sûr aux Japonais, la capacité de mesurer le risque subi. Merci Joël de René. Jacques Attali, je ne voudrais pas qu'on en fasse de cet après-midi un débat sur le nucléaire, mais quand même, vous aviez été proche de ces pouvoirs politiques 80, 81, 89. Un certain nombre de décisions ont été prises autour du plan nucléaire français. Est-ce que les débats ont eu lieu, on va dire, comme on aurait dû les faire, c'est-à-dire avec une grande participation? Non, je pense qu'on a tort de réécrire l'histoire. Les débats ont eu lieu. Jamais le débat nucléaire n'a été aussi approfondi que dans les années 70, d'ailleurs, bien avant l'élection de François Mitterrand. Et jamais la France n'aurait été favorable au nucléaire comme elle a été, gauche et droite confondues, s'il n'y avait pas eu des débats très approfondis sur le terrain dans la société française. Qu'il y ait des gens qui restent contre, que le débat soit encore ouvert, c'est normal. Qu'un jour on décide peut-être de passer une autre énergie, c'est aussi possible. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il n'y a pas eu de débat sur le nucléaire. Maintenant, maintenant, ce qui vient d'être dit par Joël est vrai, c'est que toute personne qui est détenteur d'un pouvoir a tendance à considérer que le pouvoir est d'abord celui de manipuler l'information qu'il détient, de la lâcher au compte-gouttes en fonction de ses intérêts. C'est vrai pour le nucléaire comme pour toute autre chose. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que le nucléaire est spécialement condamnable dans ce domaine. C'est vrai pour tout sujet. Ce que Étienne Klein a dit sur le fait que le charbon cause beaucoup plus de morts que le nucléaire nous renvoie à d'autres questions qu'on connaît bien. Par exemple, si vous posez la question, est-ce qu'il faut autoriser une technologie dont on sait qu'elle va changer positivement la vie de l'humanité, mais qu'en 50 ans, elle va faire 1 million de morts, qu'est-ce que vous répondez? Vous répondez sans doute non, c'est l'électricité. Alors évidemment, si on pose la question en ces termes, on a une réponse différente. Donc il faut aussi savoir que l'humanité, en toute conscience, doit prendre un certain nombre de risques. Et je pense qu'à l'heure où nous parlons, la gestion du nucléaire a été
très insuffisante dans certains pays, l'est sans doute encore parce que c'est une activité humaine et qui doit être sans cesse contrôlée, mais ce n'est pas la seule. Toute activité humaine est porteuse de risques immenses et l'humanité, à certains moments, elle doit prendre des risques. Elle doit prendre des risques. Les seuls risques qu'elle ne doit pas prendre, et c'est là où le nucléaire est peut-être un cas un peu particulier, comme la biologie, c'est les risques qui mettent en cause l'existence même de l'espèce. Quand il y a un risque d'accident, comme dans le cas de l'électricité, et que ça peut tuer 1 million de personnes, si j'ose dire, d'une certaine façon, le jeu peut en valoir la chandelle. Mais si il y a un risque de dégénérescence irréversible de l'espèce humaine, alors là, il faut faire attention. Et c'est là où se pose la question de savoir de l'impact du nucléaire, de l'impact du génie génétique sur la nature même de l'espèce. Je pense sur ces sujets-là qu'il faut se concentrer. C'est pour ça que le débat sur les cellules souches, par exemple, est si fondamental. Mais pour le reste, prendre des risques, c'est normal. Une question. Bonjour. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Pierre, donc je viens de Sciences Po Paris et de l'université de Pierre et Marie Curie. Je voulais vous, justement, du coup, vous parliez du génie génétique. Joël de René, vous êtes spécialiste en biotechnologie. Je voulais vous demander comment vous pouviez répondre à l'ambiguïté des technologies biologiques, considérant le fait que tout à l'heure vous parliez du bienfait qu'elles peuvent avoir, mais aussi on sait qu'elles posent certains problèmes éthiques, puisqu'aujourd'hui on arrive à avoir du clonage thérapeutique ou de la sélection prénatale d'embryons, ce qui pose des considérations presque eugénistes sur certains points de vue. Merci. Sur le plan bioéthique, la France est un pionnier mondial, puisque c'est un des tout premiers pays qui a créé des commissions et des comités de bioéthique qui rassemblaient à la fois des scientifiques, des médecins, des politiques, des autorités morales et religieuses, pour essayer justement de réfléchir à où il ne faut pas aller trop loin. Mais ça n'empêche pas que les chercheurs continuent à travailler dans leur laboratoire pour apporter à la fois des avantages, mais aussi des risques. Prenons le cas que vous avez mentionné des cellules embryonnaires, que Jacques aussi a mentionné. Les stem cells, les cellules embryonnaires pluripotentielles. Il y a encore 4-5 ans, on savait pas, 6 ans, on ne savait pas les cultiver en laboratoire, in vitro, en dehors de la vie. On les empruntait à des embryons pour ensuite se servir de ces cellules embryonnaires pour les implanter, soit pour fabriquer des médicaments, soit pour les implanter pour régénérer des tissus. Et puis, il y a eu des réflexions éthiques dans le monde entier, notamment aux États-Unis, où l'administration de George W. Bush a fait interdire toute recherche sur les cellules embryonnaires. Mais on savait, nous, sur le plan scientifique, que d'autres recherches avancées permettant de fabriquer des cellules embryonnaires à partir de cellules adultes. Par exemple, des fibroblastes de la peau, transformés par des virus, avec 4 gènes spéciaux, pouvaient faire régresser des cellules socialisées, en quelque sorte, si vous permettez l'expression, qui avaient un métier, vers des cellules pluripotentielles, pouvant donner toutes les cellules du corps, des neurones, des cellules de foie ou des cellules de muscles. Donc, espoir énorme. Mais ensuite, on a continué à avancer, et les virus étant dangereux, on a trouvé le moyen de fabriquer des cellules embryonnaires simplement avec des produits chimiques qui permettent de faire régresser, c'est ce qu'on appelle aussi des IPS, des cellules qui sont socialisées, qui se retransforment en cellules embryonnaires, avec moins de risque de cancérisation qu'avec des virus. Donc voilà un cas où les réflexions éthiques ont stoppé, la progression scientifique a montré qu'on pouvait fabriquer des cellules embryonnaires, et on sait déjà aujourd'hui, les résultats que je vous dis sont très récents, en injectant des cellules embryonnaires à des souris dont les muscles ont été totalement atrophiés par une maladie, je ne rentre pas dans les détails, on régénère cette capacité musculaire. En injectant des cellules embryonnaires dans la rétine de souris aveugles, on reconstruit des cellules embryonnaires de la rétine. Donc oui, il y a des risques, mais on avance aussi dans toutes les directions qui permettent de poursuivre cette innovation, et surtout grâce à la communauté scientifique, qui n'est pas parfaite, mais qui permet de comparer les résultats par les publications, on peut éviter que des directions soient prises par des laboratoires qui ne suivraient pas les règles éthiques internationales, notamment pour ce que l'on appelle aujourd'hui la biologie de synthèse. Donc c'est un secteur qui me passionne. Je viens d'écrire un bouquin là-dessus qui est d'ailleurs gratuit sur Internet. Hein, vous pouvez le télécharger. Moi, mes 3 derniers bouquins sont gratuits sur Internet. J'essaye de respecter aussi la diffusion des connaissances. Donc, Et l'homme créé la vie est consacré à la biologie de synthèse qui fait très peur, beaucoup plus peur que le génie génétique,
Parce que le génie génétique, c'est de modifier un gène pour fabriquer une protéine ou une enzyme à des fins thérapeutiques, agroalimentaires ou cosmétiques, alors que la biologie de synthèse consiste à reprogrammer les êtres vivants comme on reprogramme un ordinateur pour faire de l'Excel, du PowerPoint ou du Word. Donc, vous voyez là que l'éthique est absolument essentielle pour ne pas aller trop loin et pour réfléchir. Et heureusement, il y a trois éléments. Il y a la communauté scientifique et son système de contrôle et de publication. Deuxièmement, il y a les comités d'éthique instaurés par les États. Et troisièmement, il y a nous, les citoyens, avec notre capacité d'élire ou de ne pas élire, ou de manifester ou de se regrouper, notamment par les réseaux sociaux, pour éviter des dérives qui seraient dangereuses pour l'humanité dans son ensemble. Peut-être, Joël de René, ce serait l'occasion de poursuivre sur l'épigénétique, parce que vous l'avez abordé très rapidement en préambule de cette conférence, et pourtant c'est un sujet intéressant. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est plus qu'intéressant. L'épigénétique, je vais vous expliquer ce que c'est la grande révolution de la biologie de ces 5 dernières années, pas 10, 20, 30, 5 dernières années. Il y aura une floraison de prix Nobel sur ce sujet. Vous connaissez tous la génétique, c'est l'ADN, le programme du vivant. Et pendant très longtemps, on a cru que cet ADN ne pouvait faire des variations. C'est vrai d'ailleurs, c'est une réalité, par des mutations qui mettent très longtemps à se traduire par des espèces qui vont s'adapter et donc sélectionnées par la sélection darwinienne. Or, le programme de la vie ne code que pour 15% des machines-outils qui font fonctionner la cellule vivante, c'est-à-dire les enzymes et les protéines. 15%. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que le reste, les 85%? Et comme on ne savait pas, on a appelé ça junk DNA, ADN poubelle. C'est facile. C'est des trucs qui sont accumulés au cours du temps. Maintenant, on sait que ces 85% permettent la fabrication de petites molécules d'ARN qui sont monobrins, beaucoup plus courtes que le grand ADN, 10, 15 bases du code génétique jusqu'à 150. Et en permanence, elles circulent dans le corps et régulent le fonctionnement des gènes. Donc l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes. En fonction de quoi? En fonction du comportement. Votre comportement quotidien. Ce que vous mangez. Si vous faites de l'exercice ou pas. Si vous avez managé ou non votre stress, si vous avez du plaisir dans ce que vous faites, et si vous avez un réseau social et familial qui marche bien, ces 5 éléments, combinés entre eux, vont conduire à la production dans votre corps de petites molécules qui vont s'accrocher à des enzymes, lesquelles vont rentrer ou être reconnues dans le noyau. Dans le noyau où il y a l'ADN. Cet ADN est protégé par une gaine, comme un fil électrique est protégé par du plastique. Cette gaine s'appelle des histones, sont des protéines. Or, l'ouverture de ces histones permet de polymériser l'ADN en ARN messager, qui va permettre de fabriquer les protéines et les enzymes, ou non. C'est comme un livre de cuisine. Vous avez un livre de cuisine où les pages de chapitres sont collées. Si le chapitre du soufflé au fromage est collé, vous ne pouvez pas faire de soufflé au fromage. Par contre, si le chapitre du poulet casserole est décollé, vous faites du poulet casserole. Mais si on recolle le chapitre du poulet casserole et qu'on ouvre le soufflé au fromage, vous ferez du soufflé au fromage. L'ADN, c'est comme ça. Il y a des gènes qui s'expriment, des gènes qui sont silencieux, des gènes qui sont inhibés. Et ça dépend de notre comportement. Donc, je finis là-dessus. Réalisez ce que ça représente pour la médecine préventive. Réalisez ce que ça représente pour vous. Vous pouvez être en partie responsable de votre santé. Oui, vous pouvez faire quelque chose pour vous. Essayez d'être en meilleure santé, c'est possible. Essayez de vieillir moins vite. Et c'est un intérêt non seulement pour vous, et c'est un intérêt social. Et je termine sur un exemple précis de l'épigénétique, ce sont les abeilles. Toutes les larves d'abeilles naissent avec le même patrimoine génétique, exactement le même. Mais si vous donnez de la gelée royale à manger à certaines larves et pas à d'autres, elles deviennent des reines. Vous avez la différence entre une larve d'abeille et une reine, ou une abeille ouvrière et une reine. Elle est plus grosse, elle pond des œufs et elle vit plus longtemps. Donc rien que l'alimentation de la gelée royale a méthylé ou acétylé, je ne veux pas rentrer dans les détails chimiques, ces fameuses histones pour permettre aux gènes de s'exprimer ou non. C'est une grande révolution et ça va définir la médecine préventive de demain par rapport à la médecine thérapeutique et au poids de Big Pharma et des médicaments dont on n'est jamais trop sûr que leur interdépendance va causer plus de maladies que celles qu'ils essayent de guérir. Voir ce qui est en train de se produire en ce moment avec des médicaments qui sont retirés du marché régulièrement. Merci. Merci pour l'ordonnance et pour ce cours rapide, mais franchement assez éclairant sur ce que c'est que l'épigénétique. Alors, une question. Je vous en prie, puis après, on va discuter tous ensemble avec vous. Oui, j'ai bien vu votre main qui se levait. On prend une question d'étudiant, une dernière là? Vous en avez une? Prête? Allez, Fanny, non? Non? Allez-y. Bon, encore moi. Hein. Guillaume. Donc, on parle beaucoup de choses qui nous sont inconnues. Et moi, je pense qu'une notion qui est importante, parce qu'on parle de construire notre futur, c'est la notion de peur.
Et j'aurais voulu savoir, et je pense que c'est la notion la plus dangereuse pour appréhender notre avenir, notre futur, comment lutter justement cette peur de l'inconnu, parce qu'on sait justement, notamment en France, qu'on a bien peur de ce qui va nous arriver demain. Voilà. Je vais Pour vous trois, ça dire un mot en réponse, et puis chacun d'entre nous va dire un mot, mais la peur, c'est pas quelque chose de forcément mauvais. Dans la phrase du pape « N'ayez pas peur », cette phrase ne m'a jamais convaincu. Parce que si vous n'avez pas peur et que vous foncez face à l'inconnu, prenant des risques inconsidérés, vous êtes suicidaire. La phrase qui me paraît la plus juste, c'est celle qui dit « N'ayez pas peur de vos ennemis ». Ce qui veut dire d'abord connaître vos ennemis. Et donc, avant de parler de la peur, je crois qu'il faut parler de l'analyse de son propre environnement, de l'analyse des raisons d'avoir peur. Et une fois que vous avez fait ces analyses, Joël parlait à juste titre de l'empathie tout à l'heure, j'ai écrit beaucoup de choses sur ce sujet aussi. L'empathie, c'est prendre conscience de ce que pensent les autres pour savoir si les autres vont être des alliés ou des ennemis, faire en sorte qu'ils soient plutôt des alliés que des ennemis. Et à ce moment-là, votre peur peut être un moyen de définir une stratégie face à l'environnement. Mais c'est pour ça que je considère que la peur en elle-même ne doit pas être considérée comme désastreuse. De même, la forme extrême de la peur, qui pourrait être la paranoïa, me paraît une qualité et non pas un défaut. Il faut être paranoïaque, dans certaines limites. Une autre forme de la peur qui me paraît très positive, c'est l'hypocondrie. Il faut être hypocondriaque, parce que si vous ne l'êtes pas, vous allez passer à côté de toutes les maladies que vous pourriez vraiment avoir. Il faut aussi être mégalomane, parce que ça consiste à avoir un projet. Donc si vous êtes hypocondriaque, mégalomane et paranoïaque, vous avez une petite chance de survivre. Bravo. Étienne Klein et ensuite Joël sur la même question, oui. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'effectivement, on a tort de dire que toutes les peurs sont irrationnelles. Il y a des peurs qui sont parfaitement rationnelles. Si vous êtes dans la face nord des Grandes Jorasses et qu'un orage menace, si vous n'avez pas peur, 20 minutes après, vous êtes mort. Donc, nous sommes sauvés par la peur dans beaucoup de situations. La peur peut toutefois devenir pathologique, c'est la panique. Il faut plutôt l'éviter. Et on assiste aujourd'hui à une tendance que je crois néfaste, qui consiste à dire que la peur a de la valeur. La peur devient une valeur. Il y a une sorte de marché des peurs qu'on pondère selon des critères qui ne sont pas toujours très objectifs. Et ce jeu est infini, c'est-à-dire on peut indéfiniment jouer à se faire peur, puisque nous sommes des êtres humains qui habitons une planète complètement perdue dans l'espace. Nous allons tous mourir. Voilà deux ingrédients qui justifient toutes les peurs. Et je pense qu'il faut quand même essayer d'y résister pour profiter du peu de vie que nous avons. Je pense que la peur s'est transformée en un outil de gouvernement et en un commerce médiatique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la gouvernance par la peur, Voilà. ce qu'on appelle la gouvernance par la peur, c'est le moyen de réunir les gens à l'intérieur d'une communauté sur le court terme et de manière locale, et même en s'inspirant de phénomènes mondiaux, le réchauffement climatique, évidemment, qui existe aussi, la radioactivité, les tsunamis, les tremblements de terre, etc. La peur de tout qui conduit les gens à se coller les uns aux autres, parce qu'il est plus difficile pour un politique, et Jacques me dira si je me trompe ou pas, de faire adhérer les gens sur des valeurs qui exposent le politique. L'homme ou la femme politique sont exposés s'ils pensent à des valeurs qui rassemblent les gens, l'éducation, j'ai parlé du vieillissement, de la santé, de l'Internet, de la montée des jeunes générations pour qu'ils nous apportent un peu de culture numérique et fassent en sorte qu'on les sorte de leur ghetto, mais c'est une agression parce que les vieux veulent absolument qu'il y ait plein d'obstacles entre les jeunes et eux pour pas qu'on leur pique leur job. Donc cette peur systématique qui est répandue absolument partout, est un outil maintenant à la fois médiatico-politique, puisque le politique se nourrit par de la peur médiatique et le médiatique se nourrit de la peur politique, ça fait une cohésion des gens. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, puisque votre question c'est comment s'en sortir? Michel Serres disait, vous regardez le journal télévisé du soir, de 8h à 20h, après il y a un peu de culture et un peu de sport, c'est l'audimat de la mort. Vous prenez un crayon, faites-le ce soir,
et demain. Prenez un crayon, vous regardez les 20 premières minutes du journal télévisé, un car se renverse et prend feu dans un fossé, 12 morts. Incendie dans un bâtiment surchargé de personnes sans papier, 7 se jettent par la fenêtre, 14 morts. La Libye, bien entendu, les catastrophes, les trucs, tomber un hôpital, on va voir des gens complètement... 20 minutes de mort, audimat de la mort. Et d'ailleurs, les journalistes qu'on connaît bien vont vous dire, à l'ouverture du journal, « Mesdames et messieurs, nous avons décidé de ne pas montrer ces images, mais néanmoins, nous pensons que dans votre intérêt de communication, vous devez voir cette personne qui va sauter d'un avion, son parachute ne va pas s'ouvrir et va mourir sous vos yeux. » Ça fait l'ouverture du journal. Donc, le moyen de lutter contre ça, c'est ce qu'on essaye un peu de faire à la Cité des Sciences et au Palais de la Découverte, qui maintenant s'appelle Universcience, c'est de donner envie du futur et de faire en sorte que les jeunes en particulier n'aient plus peur du futur. Parce que si on comprend, d'abord comprendre le futur, c'est peut-être en avoir envie. Si en avoir envie, c'est peut-être en avoir envie de le construire ensemble et peut-être l'aimer. Donc, il y a une phase, si vous voulez, pour répondre à votre question, et j'ai terminé là-dessus, c'est faire comprendre cet avenir au-delà des peurs et des risques qu'on a assez bien décrits dans nos exposés. Deuxièmement, c'est après avoir fait comprendre, donner envie de ce futur. Si on n'a pas envie d'y aller, on le subit plutôt que de l'inventer, comme je disais tout à l'heure. Troisièmement, éventuellement l'aimer. Aimer le futur, après tout, c'est passionnant, c'est les nouvelles explorations. Et enfin, dernier élément, le construire ensemble d'une manière solidaire en utilisant éventuellement tous les réseaux qui sont mis à notre disposition dans la civilisation du numérique. Voilà, le gouvernance par la peur et les moyens de s'en sortir éventuellement. Merci Joël de Ronen. Jacques Attali. Oui, je voudrais juste ajouter deux dimensions non contradictoires, mais qui complètent peut-être, parce qu'on n'a pas eu le temps jusqu'à présent de les évoquer. C'est les risques liés à la peur de l'étranger et les risques liés à la peur du déclassement social. Dans toute société, et je le répète encore une fois, la période actuelle ressemble beaucoup à la période 1910. Beaucoup. Peur de l'étranger, racisme, terrorisme, fermeture des frontières, protectionnisme, ça ressemble beaucoup. Et je le dis, après 1910, il y a eu 80 ans de barbarie. Ça ressemble beaucoup à cette période. C'était aussi une période d'extraordinaire progrès technique, d'extraordinaire ouverture, tout s'annonçait magnifiquement bien, et puis ça s'est arrêté. Et ça a commencé par la peur du vertige devant l'ouverture au monde, donc la peur de l'autre. Celui dont on a peur surtout, c'est l'étranger. Et on invente des formes d'étrangers de toute façon, l'étranger étant le voisin, étant celui à qui on prête des torts particuliers. Donc, le premier signe très important, c'est l'ouverture à l'autre. Comprendre qu'on a à s'enrichir à l'autre, qu'on a beaucoup à apprendre à l'autre. La fermeture à l'égard de l'étranger, quand j'entends, je ne veux pas faire de polémique particulière là-dessus, mais quand j'entends les uns et les autres dire on ne se sent plus chez soi en France, c'est terrifiant. Parce que la France n'a de sens que si elle accueille les talents. Elle n'est chez elle que si elle reçoit les autres. Elle n'est chez elle que si elle reçoit les meilleurs du monde. Qu'est-ce que sont les États-Unis s'ils n'avaient pas recueilli depuis 2 siècles les meilleurs du monde, qui sont venus y faire leur vie et leur richesse? Si nous considérons que nous sommes que nous et que les autres sont un danger, nous sommes morts. Donc déjà, la peur fondamentale qu'il faut chasser à tout prix maintenant, c'est la peur de l'étranger. L'étranger est une chance, est un atout. C'est ça qui construit. Les grands peuples de demain sont les peuples qui seront accueillants, qui sauront recevoir les autres et construire avec eux. Ça, c'est la première chose très importante, je crois dont il faut avoir conscience aujourd'hui. La deuxième peur, que je crois, elle, plus justifiée et méritée qu'on s'en occupe, c'est tout simplement, très prosaïquement, la peur du chômage et de façon un peu plus sophistiquée, la peur du déclassement social. La peur du chômage, c'est celle des jeunes. La peur du déclassement social, c'est la peur des parents pour les jeunes qui pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Ce qui est assez vrai, ce risque existe de vivre moins bien. Et évidemment, comment penser à un avenir magnifique, quelles que soient les technologies et les rêves des uns et des autres, si on vit moins bien que la génération précédente? Ça n'a pas de sens. Or aujourd'hui, ça renvoie ça renvoie à un sujet majeur qu'il faut vraiment redire parce qu'il est extraordinairement prosaïque, en ne prenant d'abord que l'exemple américain. 80% de l'accumulation des richesses nouvelles depuis 10 ans aux États-Unis a été à 1% de la population américaine. Et en Europe, les chiffres sont pratiquement les mêmes. Évidemment, quand vous avez une faible croissance et que 80% de cette faible croissance va à 1%, pas besoin de faire beaucoup de mathématiques pour savoir que tout le monde descend.
pour que les richesses aillent à 1%. Le déclassement social, le risque de décevoir sur l'avenir, la peur de la descente des générations suivantes est fondamentalement lié à un extraordinaire processus de concentration des richesses qui, allié avec la peur de l'étranger, va créer des situations véritablement révolutionnaires avec des dangers de totalitarisme si on n'est pas capable d'avoir des solutions positives, généreuses, ouvertes, à la fois à l'égard de l'étranger et de justice sociale. On est au cœur de la question. Étienne Klein. Vous aviez eu raison, Guillaume, de poser cette question. Ensuite, monsieur, bien sûr. Oui, oui. Oui, je voulais continuer dans le même sens. C'est-à-dire, moi, je ne cède pas à un optimisme technologique. C'est-à-dire, je ne pense pas que la technologie va résoudre tous les problèmes qui se posent à nous. Et on parlait tout à l'heure de ce qui a changé dans l'idée de progrès. La chose principale qui a changé, c'est que les pères fondateurs de l'idée de progrès, les Voltaire, les Diderot et les d'Alembert, etc., pensaient que d'abord il y avait un embrayage automatique entre toutes les formes de progrès scientifique, technologique, progrès matériel, progrès moral, progrès politique, etc. Et ils pensaient surtout que tout progrès allait en définitive profiter au genre humain. Et le piège dans lequel se trouve prise la technologie aujourd'hui, c'est toutes ces promesses dont a parlé Joël qui sont magnifiques. On sent bien qu'elles seront le lot d'une petite fraction de l'humanité. Et on sent bien que les progrès technologiques ont augmenté les inégalités tout en améliorant la condition de ceux qui étaient au plus bas de l'échelle. Et il y a même des gens qui parlent d'un éventuel splitting au sein de l'humanité, c'est-à-dire entre quelqu'un qui profitera de tous ces progrès-là et qui, d'une certaine façon, sera sorti de la condition humaine. En tout cas, sera sorti des conditions de cette condition humaine telles qu'elles ont été fixées par la nature. Il en sera très largement sorti. Et il cohabitera avec d'autres personnes qui seront restées des homo sapiens vis-à-vis desquelles il n'éprouvera aucune empathie. Autrement dit, c'est la question de l'humanisme qui est posée. C'est la phrase de Terence, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Mais si un jour on a des post-humains, et les personnes dont tu parles, c'est des post-humains, est-ce que les post-humains diront « nous sommes des post-humains et rien de ce qui est humain ne nous est étranger » ou est-ce qu'ils diront « nous sommes des post-humains et les homo sapiens sont des tarés » ? Alors, je vais me permettre de nuancer un peu les propos de mon cher ami de la manière suivante. Je vais prendre des technologies... Dis franchement que tu n'es pas d'accord, ce sera plus intéressant. Hein? Dis franchement que tu n'es pas d'accord, ce sera plus intéressant. On voit bien en vous regardant que vous n'êtes pas d'accord, Joël. Je nuance parce que je suis assez d'accord avec la technologie humaniste, évidemment. Non, je vais nuancer sur 3 exemples, en prenant un peu de recul et en partant du début du siècle. L'automobile, un peu plus récemment l'Internet, et encore plus récemment le téléphone portable. Ce sont des technologies. Les moteurs mécaniques, les moteurs à explosion, l'automobilité a complètement changé la société. Et Dieu sait si maintenant, il n'y a pas que quelques élites qui ont des automobiles. L'infomobilité, pour la comparer à l'automobilité, c'est-à-dire l'infomobile, maintenant c'est l'ordinateur et le téléphone portable, sont en train de changer complètement la société. Ce n'est pas que des élites. Il y a, pour vous donner des chiffres, vous pouvez les noter, il y a 5,8 milliards de téléphones portables dans le monde sur 6,5 milliards d'habitants. En 2015, il y aura 3,5 milliards de smartphones. Vous savez, ces téléphones qui sont géolocalisés, on peut prendre Internet, etc. Donc, ce n'est pas une élite. C'est répandu partout, même en Afrique. Ils ont une application encore plus avancée qu'en Europe, où ils peuvent faire de l'échange, du commerce, de la finance téléphone à téléphone, alors qu'on ne l'a pas. Et enfin, Internet, qui a commencé comme un truc dans l'armée américaine, est quelque chose d'extraordinairement répandu, y compris dans les pays en développement. Donc, où je n'ai pas très bien compris, où les technologies, ça ne fait pas partie des technologies qui changent l'humanité. Alors, la réponse d'Étienne rapide. Justement dit que puisqu'elle change l'humanité et qu'elle ne la change pas de façon homogène, ça crée des nouveaux différentiels qui n'étaient pas prévus par... Donc, oui, ça d'accord. Les nouveaux différentiels. Il y a 1 milliard de personnes qui n'ont jamais vu une prise de courant électrique de leur vie. On ne les mettra pas d'accord là-dessus, je ne pense pas. Monsieur Attali. Deux sortes de remarques. Première remarque théorique et puis une plus pratique. Remarque théorique. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe qui disposeront de tous les outils de la liberté, dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura
5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Ça, c'est les 3 catégories qui sont en train d'apparaître. Mais on peut combattre ça de façon extraordinairement concrète, mais c'est très difficile. Joël a cité l'exemple du téléphone mobile. C'est le métier dont Planète Finance s'occupe très largement. Nous essayons d'utiliser le téléphone mobile pour donner l'accès au crédit aux plus pauvres. Mais d'abord, il faut regarder les chiffres. Il y a en effet 5 milliards de personnes qui ont un téléphone mobile. Plus exactement, il y a 5 milliards de lignes téléphoniques. Mais en fait, il n'y a pas 5 milliards de gens, puisqu'ils beaucoup de téléphones sont pour plusieurs personnes, et puis les chiffres sont faux, c'est 3 milliards en fait. Mais il y a seulement moins d'1 milliard de gens qui ont un compte en banque. Et donc, en réalité, les gens qui ont un téléphone mobile ne sont pas sortis de la misère. Et c'est vrai qu'on est en train d'essayer d'utiliser le téléphone mobile pour en faire un instrument de ce qu'on appelle de mobile banking, pour changer la vie des gens. C'est en train de se faire. Il y a en effet, dans le monde de la pauvreté, d'extraordinaires expériences. Les premières, les plus importantes, sont aux Philippines et au Kenya. Nous sommes en train maintenant d'essayer de les généraliser dans la planète entière. Mais il faut une volonté. Ça ne se fait pas naturellement. La tendance naturelle, Philippe Aghion, l'économiste français d'Harvard, l'a bien montré, c'est que quand un progrès technique apparaît, il apparaît et puis ensuite, très lentement, il se généralise. Mais quand le progrès technique est de plus en plus rapide, le nouveau progrès qui intéresse que les riches apparaît tellement vite qu'il n'a pas le temps de se généraliser avant qu'un autre apparaisse. Et plus le progrès technique est rapide, plus il y a une accumulation et concentration des inégalités à cause du progrès technique. S'il n'y avait qu'une vague de progrès technique, comme c'était le cas au XVIIIe et au XIXe siècle, il aurait le temps de se répandre. C'est plus le cas maintenant. Et donc il faut une volonté farouche. La microfinance est un outil très important pour y parvenir, mais sans politique, on n'ira pas. Merci Jacques Attali. Alors, monsieur, vous demandez la parole depuis longtemps, on va vous amener un micro. 8e rang, attendez. Voilà. Ici. Voilà. Ne vous battez pas, vous l'aurez tous. Voilà, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur qui... Voilà. Oui, vous serez 2e, c'est pas grave. Allons-y. On va peut-être, d'ailleurs, ce qu'on va faire, on va prendre les 2 questions en même temps. Allez-y, monsieur, posez votre question et vous derrière aussi. Allez-y. Bon, merci de vos aperçus qui sont un peu inquiétants. Moi, j'avais l'impression donc qu'il y avait un modèle qui était la construction de la classe moyenne et qu'il nous, en gros, il nous permettait d'évoluer de façon équilibrée. C'est quand même le modèle aujourd'hui du Brésil, de la Chine. Ça a été le modèle européen. Pourquoi il a éclaté et est-ce qu'il est vraiment condamné, ce modèle de développement lié à la classe moyenne? Voilà. Alors, on garde votre question et on donne le micro. Voilà, à vous aussi, comme ça. J'en ai déjà un. Voilà. Bonjour, donc Koseila Sugar. Ma question se situe au niveau donc, de ces espèces. Jacques Attali, vous avez parlé de phénomènes mondiaux, d'espèces de vagues qui balayeraient l'humanité, l'histoire. Et en vous écoutant, nous avons l'impression que l'histoire est déjà faite. En tant qu'individu responsable, quel est notre pouvoir et comment concrètement pouvons-nous agir pour éviter ces peurs? Parce que vous dites il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être stressé. Donc il y a une espèce de paradoxe entre le fait de rester tranquillement sur son hamac et laisser la vague passer, ou alors prendre les choses en main, s'engager. Donc c'est vrai que voilà, c'est là-dessus que je tenais à réagir. Sur votre question, puis après un mot sur l'autre. Non, c'est pas parce qu'on peut à peu près bien voir les dangers qui sont demain qu'il faut rester assis. Au contraire, il faut agir. Je crois que toute vie équilibrée est une vie qui est faite de pensée et d'action en même temps. On pense au risque, c'est comme l'exemple du ski ou du surf et ça. On voit un danger, on essaie de le contourner. Mais il faut être capable de l'analyser pour le contourner. Donc le fait de voir ou de pouvoir prévoir des vagues d'avenir ne veut pas dire qu'il faut considérer que c'est donné, que c'est fini, c'est pas réglé. Encore une fois, j'ai donné des exemples, on aurait pu remonter à l'Antiquité la plus ancienne, où beaucoup de gens avaient prévu des catastrophes et ont tenté de les éviter. Dans certains cas, ils ont réussi.
Dans la plupart des cas, ils n'ont pas réussi parce que la tragédie humaine est plus forte que la lucidité de quelques-uns. Mais l'analyse doit conduire à l'action. Moi, je considère que le danger principal aujourd'hui qui menace l'humanité, c'est le creusement des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, et j'ai décidé de me consacrer à ça. Vous pouvez faire une autre analyse, considérer quelque chose de plus important et vous consacrer à autre chose. Mais il faut faire l'analyse et se battre. Bon. Sur le premier sujet, sur les classes moyennes, en toute logique, si le schéma anglais du XVIIe, XVIIIe siècle se reproduit, on a gouvernement fort, classe moyenne, démocratie. C'est ça qui s'est produit et c'est ça qui semble se reproduire un peu partout. Vous avez cité le cas du Brésil, on pourrait citer l'Indonésie et on peut penser que l'Inde est dans le même cas et que la Chine va aller dans la même direction et que ce qu'on voit apparaître avec les démocraties qui peu à peu apparaissent un peu partout, c'est vrai. Mais en même temps, il y a un autre phénomène qui semble balayer celui-là, c'est que tout ça ne se situe plus comme avant dans des pays fermés parce que les technologies ont rendu le monde de plus en plus ouvert, encore une fois. C'est la globalisation qui change tout. Retenez un seul chiffre. Nous sommes aujourd'hui, sur 7 milliards d'habitants, 200 millions de personnes qui vivent dans un autre pays que celui où ils sont nés. C'est pas beaucoup. Si on poursuit les chiffres, si on regarde toutes les tendances actuelles, la Banque mondiale dit qu'en 2040, ce sera 1,5 milliard de personnes qui vivront dans un autre pays que celui où ils sont nés. C'est-à-dire qu'on rentre dans une immense période de mouvement, dans lequel donc cette stabilité de la cristallisation de chaque classe moyenne qui vient peu à peu consolider un désir de propriété et donc de citoyenneté et donc de règles de droit et donc de démocratie qui ne dépend pas du caprice du prince, elle est balayée par ça. Ce qui m'amène à penser que maintenant, où on aura une règle de droit planétaire, où le monde deviendra un gigantesque chaos. Bon, beaucoup de mains levées. Oui, juste un petit mot court, Joël. Un petit mot court sur la dernière question concernant qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas laisser passer l'histoire sous son hamac et intervenir. Je suis d'accord avec Jacques sur ces trois catégories, les élites nomades, etc., ceux du milieu qui espèrent ne pas tomber dans les miséreux nomades. Assez d'accord. Mais la question que je voudrais poser, c'est qui sont et où sont ceux qui ont, en Tunisie, en Égypte, peut-être en Syrie, peut-être au Yémen, peut-être en Libye, sont en train ensemble d'aspirer à une nouvelle démocratie qui n'est ni la réponse à des principes totalitaires d'un tyran ou d'un dictateur, ni une vision intégriste qui vous conduit à calquer votre vie sur des principes révélés ou décidés ou contraignants, mais qui veulent spontanément la liberté, donner du sens à leur vie, construire ensemble. On l'appelle la génération Facebook, c'est encore une technologie, mais cette technologie a aussi permis de faire quelque chose. Vous posiez la question, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'ailleurs de partager des sentiments, se mettre ensemble, et se mettre ensemble peut conduire à aller dans la rue, peut conduire à changer l'histoire. Voilà aussi un cas que nous vivons en ce moment. Merci. Prenons d'autres questions. Alors, je vais m'orienter vers ce côté de la salle pour que vous permettre de poser des questions courtes et que vous puissiez le faire rapidement. Monsieur Pro, 2e rang, et ensuite vous avez la parole au 5e, 6e rang par là-bas. Voilà, posez votre question et on passe le micro à monsieur aussi, qui a la main levée là-bas pour qu'on puisse enchaîner. Allez-y, monsieur. Je vais être un peu plus terre à terre. Je voudrais parler du monde de l'entreprise. On voit bien que le monde de l'entreprise représente un pouvoir global dans le monde qui est très, très prépondérant, qui est parfois même peut-être plus important que le monde politique. Alors je voudrais savoir comment est-ce que vous voyez le développement du monde de l'entreprise. Est-ce que les conglomérats, les globalisations d'entreprises vont continuer à grossir indéfiniment ? Enfin, indéfiniment peut-être pas, mais jusqu'à quel point? Oui. On conserve votre question. On prend une 2e, une 3e, s'il vous plaît. Comme ça, on va les enchaîner. Oui. Monsieur là-bas. Ou alors madame, puisque vous l'avez le micro. Bonjour. Que pensez-vous de cette phrase « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas » Bien. On va enchaîner une 2e heure de conférence après. Peut-être une 3e question. Vous levez la main depuis un moment, monsieur. Je ne voudrais pas vous empêcher de poser votre question. Voilà. Qui voudra répondre sur le spirituel? Il se bagarre. Oui, monsieur, voilà. Bonjour, je m'appelle Julien Roy de Manit, je suis philosophe
Et je voulais en effet pointer le fait qu'il y avait une révolution dans les années 90, enfin, en fait qui s'étend plus largement sur les décennies passées, qui est la révolution des sciences et qui a changé l'épistémologie, l'approche de la science par rapport au monde. Et enfin, je crois que M. Klein et M. Attali doivent bien connaître, et M. de René aussi, bien sûr. Et cette révolution donc, a changé notre rapport au monde et donc le rapport de la technoscience en général. Et ça a valu pas mal de luttes, notamment la lutte contre les OGM. Et moi-même, j'ai lutté contre les OGM pendant 10 ans contre la généralisation des OGM et non pas contre les biotechnologies en tant que technologie. Et je voulais dire qu'à cette occasion, on avait utilisé la peur comme principe mobilisateur et pas seulement comme, pas comme outil de manipulation. Et Hans Jonas parle lui-même de la peur comme principe heuristique. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez de ça, et je voulais savoir aussi ce que vous pensiez des solutions qu'on propose, notamment dans des associations ou des fondations comme la Fondation Sciences Citoyennes, les solutions de conventions citoyennes, qui sont des procédures très strictes de consultation de la population, et qui ont des résultats très intéressants, enfin qui ont déjà été appliqués sous forme de conférences de citoyens, et qui ont donné des très bons résultats, et qui ont donné des résultats qui ont été enterrés, comme d'ailleurs d'autres consultations dont on a parlé à la conférence précédente, consultation sur l'agriculture, consultation sur l'éducation, et à chaque fois, tous les rapports sont enterrés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les élites et une forme d'oligarchie puissent enfin accepter ce genre de solution? Qu'on appelle les conférences de consensus. Je me souviens, Joël, qu'on en avait animé une il y a maintenant 15 ans à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci à tous pour vos questions. Alors, peut-être l'entreprise, il faut répondre à monsieur, quand même, Jacques Attali, sur le poids croissant de l'entreprise. Moi, je pense qu'on va aller vers 4 catégories d'entreprises. La première, la plus importante, c'est chacun de nous. Chacun de nous, on va être une entreprise. Je vais prendre le modèle du spectacle. J'ai toujours pensé que quand j'essaie de voir de pronostiquer l'avenir, je regarde ce qui se passe en musique. Et la musique indique beaucoup de choses sur ce qui va arriver par ailleurs. Regardez ce qui se passe en matière de musique. Vous avez 3 catégories d'entreprises. Vous avez le musicien, tout seul, qui gère sa vie. Et chacun d'entre nous, on est des entrepreneurs de notre vie, personnelle, professionnelle, avec beaucoup de métiers à la fois, etc. Et on gère avec sa vie comme une entreprise. C'est la plus importante. Ensuite, il y a des entreprises provisoires, un orchestre. Les gens qui se mettent ensemble forment un groupe. Une entreprise, en général, c'est ça. C'est des gens qui se mettent ensemble, font un projet, ça dure 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. On sait combien ont duré les Rolling Stones. Une entreprise peut durer aussi longtemps que ça. Puis vous avez une 3e catégorie d'entreprises, on le voit dans la musique, c'est les studios, ou les major companies. C'est une marque, un label, qui définit un critère d'excellence, et en dessous, vous avez des gens qui recrutent des talents, qui changent tout le temps, et qui sont une entreprise qui est simplement définie par son label, par l'image qu'elle définit, par son laboratoire de recherche, par sa capacité à recevoir des talents. Un exemple excellent de ça, c'est le Cirque du Soleil. Pour moi, il a l'entreprise de demain. L'innovation, la recherche des talents, la capacité à transformer un talent par une logistique très sophistiquée dans des produits de masse. Et ça, il y a 2-3 entreprises par secteur qui sont comme ça. Vous pouvez prendre le secteur du transport, de la beauté, de la jeunesse, de l'alimentation, de l'énergie. Vous avez des entreprises de ce genre. Les autres tournent à l'intérieur. Puis vous avez une 4e catégorie d'entreprises qui est en train d'apparaître. C'est ce qu'on peut appeler les entreprises altruistes ou les ONG ou les entreprises de ce qu'on appelle social business. C'est-à-dire des entreprises dont la finalité n'est pas le profit, dont l'argent est simplement le moyen de réaliser des objectifs, des valeurs qui sont complètement différentes, dont l'argent sert simplement comme une contrainte de développement, mais qui servent un intérêt général et plus seulement l'intérêt global. Et je pense pour ma part que comme le capitalisme a été une sorte d'élément anecdotique à l'intérieur du système féodal au XIIe siècle et l'a fait exploser, on est en train de voir apparaître dans cette économie nouvelle altruiste
un modèle qui va faire exploser le capitalisme et qui va progressivement le remplacer, ou en tout cas le compléter pendant longtemps, puis le remplacer par une économie qui n'est plus fondée par la recherche du profit, mais dans laquelle l'argent n'est qu'une contrainte pour la réalisation d'objectifs supérieurs. Ce qui d'ailleurs ouvre des réponses assez naturelles aux autres questions, mais je laisse les autres parler. Il y avait la question spirituelle, il ne faut pas qu'on l'oublie. Je vais tenter de répondre aux 3 questions de manière brève, évidemment, à cette heure-ci. La première question sur l'entreprise, je pense que les entreprises qui gagnent, et là Jacques en a dit vraiment l'essentiel, mais je voudrais ajouter les entreprises qui gagnent sont celles qui savent non seulement innover, mais faire circuler les innovations. Donc la communication en réseau avec des petites entreprises, des grandes entreprises est essentielle. D'où l'importance de la veille. Comme disait aussi Jacques tout à l'heure, si on regarde l'instant, on tombe, comme le surfeur ou le skieur. Et en même temps la prospective, la veille, la prospective, j'ajouterais l'approche systémique, c'est-à-dire de regarder la contextualisation et de respecter les gens qui travaillent dans l'entreprise, de les respecter dans leur diversité, chacun, pas comme des numéros, mais comme des véritables créateurs de valeur ajoutée, de valeur pour l'entreprise. Deuxièmement, la spiritualité. J'aime beaucoup un livre de Patrick Vivray, qui est un personnage extraordinaire, qui est philosophe et sociologue, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi ça ne va pas plus mal ?» Et ce livre remarquable s'appuie sur les grandes religions. Il est laïque, il n'est pas pratiquant, mais il s'appuie sur les grandes religions. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez toutes. Et il s'en sert pour dire que l'on peut grandir en humanité. C'est un très beau terme qu'il emploie. On peut grandir en humanité grâce à l'application de principes de spiritualité, en même temps que les principes de technicité dont nous avons parlé, les principes commerciaux ou les principes de pouvoir. S'il n'y a que du pouvoir, de la technicité ou du commercial, le monde devient une marchandise, comme ça a été dit par ailleurs dans un autre bouquin. Il faut rajouter à ça une vision spirituelle pour nous élever, comme le disait Teilhard de Chardin, tout ce qui monte converge. Et enfin, dernier point, la technoscience. Je suis d'accord avec votre intervention, ça va trop vite. La technoscience est une machinerie qui tourne sur elle-même et on n'a pas le régulateur du régulateur. Il n'est pas que politique, il doit être aussi citoyen. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec Fukuyama, pas Fukushima, c'est l'écrivain, le politicien et technologue américain, qui dit que les grandes questions de société, les OGM, peut-être d'ailleurs la biologie de synthèse, le génétique, devraient être réglées par le politique. Non, je ne crois pas qu'il y a que la relation entre scientifique et politique. Le troisième élément, ce sont les citoyens. C'est-à-dire ce que vous avez dit, les consensus citoyens, les conférences de consensus, la possibilité de s'ouvrir par les réseaux et maintenant la civilisation du numérique, à échanger pour éviter que la technoscience s'emballe sur elle-même et aille trop vite. Donc encore une fois, ça nous ramène un peu à ce que je disais tout au début, à la responsabilisation des gens face à leur avenir. Étienne Klein. Oui, je voulais ajouter un élément de réponse à la question de notre ami philosophe sur les conférences citoyens. Les expériences qui ont été menées en France ou dans les pays du Nord où elles sont plus habituelles sont intéressantes, mais ça ne marche que pour les sujets très chauds. Or, il y a beaucoup de sujets à traiter qui ne sont pas des sujets chauds. Et moi, j'agrandirais la question à la question de savoir comment faire entrer la science en politique. C'est-à-dire pas faire en sorte que la science devienne l'affaire des politiques, mais que la science devienne une affaire politique. Dans un sens très particulier, parce que je ne dis pas que les politiques doivent se mêler de science, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais j'étais assez choqué de voir que entre octobre 2009 et février 2010, période pendant laquelle on organisait un débat national en France. Un débat national sur les nanotechnologies. Dans la suite du Grenelle, débat commandité par 8 ministères, organisé par la CNDP, qui s'est déroulé dans 18 villes françaises, 18 villes universitaires, et qui a été un fiasco complet. D'une part parce que les gens ne sont pas venus, et quand ils sont venus, les débats ont été interrompus par des opposants. Mais ce que je veux dire, c'est que le point important, c'est pas tellement ça, c'est le fait qu'aucun parti politique en France, alors qu'il s'agissait d'un débat national, ne s'est exprimé sur la question. Sauf les Verts. Pendant 6 mois, aucune allusion ni à l'UMP, ni au PS, comme si les nanotechnologies, quelles que soient les décisions qu'on prenne à leur propos, n'allaient pas avoir d'incidence sur la vie des gens. En tout cas, elles auront plus d'incidence qu'une récente loi votée sur la burqa, à propos de laquelle n'importe quel élu a dit son mot. Et donc, j'ai l'impression que la technologie est devenue l'impensé du politique. Elle est en lévitation intellectuelle. Et donc, il faudrait que, sous des formes à définir, les conférences citoyennes sont intéressantes, mais à mon avis, elles ne sont pas suffisantes, on prenne ce problème à bras-le-corps. Quand on est scientifique, il y a 3 grandes questions à résoudre. La première question, je parle en physicien là, c'est celle du lien qu'il y a entre nos théories physiques et la réalité physique. Est-ce que nos théories entrent en contact avec le réel ? Est-ce qu'elles le décrivent ?
ou est-ce qu'elle divague? Question très compliquée qui d'ailleurs mobilise la plupart des scientifiques parce que, comme vous le savez, on a des théories qui vont bien au-delà des conditions expérimentales qu'on peut réaliser, qui sont des sortes de conjectures, on ne sait pas très bien comment les tester. D'autre part, quand il y a une contradiction entre une théorie et une observation, il ne faut pas en déduire que la théorie est fausse, toujours, parce que le pari de la physique moderne, c'est qu'on peut expliquer l'effet d'observation par l'impossible, c'est-à-dire par des lois physiques qui disent le contraire de ce qu'on observe. Pensez à la chute des corps, hein. On voit les corps lourds qui tombent plus vite que les corps légers, mais la vraie loi de la chute des corps nous dit qu'ils tombent tous de la même façon. Donc on a une contradiction entre l'observation et la loi. Et pour résoudre ces questions, on n'a pas trop envie que les politiques s'en mêlent. Or, de temps en temps, ils s'en mêlent. Par exemple, sur le réchauffement climatique, avec des arguments politiques, purement politiques, certains ont cru pouvoir ridiculiser le travail des climatologues. Et la question qui m'intéresse, elle concerne le futur dont on parle, c'est quelle place allons-nous continuer d'accorder à une démarche de connaissance très spécifique, très particulière, qui s'appelle la science. La deuxième question, c'est comment dire ce que nous savons? Comment est-ce que les scientifiques, pour les physiciens qui utilisent une langue qui n'est pas la langue naturelle, qui est une langue très particulière, mathématique en fait, comment peuvent-ils dire, dans des termes compréhensibles par le public, ce qu'ils savent? Et je pense que c'est une question éthique, et c'est aussi une question politique. Éthique parce que notre façon de dire certaines théories, comme le darwinisme, ou comme la théorie de la relativité, peut avoir des effets dans l'esprit des gens qui sont manipulables. Par exemple, on peut présenter le darwinisme d'une façon qui rende naturel l'eugénisme. On peut aussi présenter la théorie de la relativité restreinte comme un relativisme, ce qu'elle n'est absolument pas. On peut faire croire que la question de l'origine de l'univers, par exemple, est tombée dans l'escarcelle de la science. Et donc notre façon de dire la science est une question à la fois éthique et politique. Et enfin, il y a une troisième question, c'est que faire parmi les choses que nous pouvons faire? La technologie, Joël a donné pas mal d'exemples tout à l'heure, on pourra en citer d'autres, nous permet de faire des choses, et la question est de savoir si nous souhaitons les faire. Et comment décider ensemble lesquels nous voulons choisir, et avec quels critères. Et sans être complètement convaincu par elle, je pense que les conférences citoyens sont un moyen de rôder les esprits à ce genre d'exercice et une étape qui pourrait être généralisée à une échelle plus grande. Sur les conférences de citoyens, Jacques Attali, vous vouliez intervenir également. Je voudrais appuyer et prolonger ce que vient de dire Étienne Klein, qui est très très important, en le disant avec mes mots. Je crois qu'il serait extraordinairement dangereux de considérer qu'il y a d'un côté la science, d'un autre côté les citoyens, et d'un troisième côté le politique. Les citoyens sont représentés dans des institutions politiques, et pour moi, le cœur de la démocratie, c'est les institutions. Donc la question que pose Étienne, c'est comment faire entrer le débat scientifique dans des institutions politiques. Comment faire en sorte qu'elles rentrent dans les institutions politiques. Alors il y a une très mauvaise façon pour moi, c'est de faire un débat citoyen extérieur à la politique. Dans le genre, les conférences dont vous avez parlé. Pour moi, c'est une très mauvaise solution parce que naturellement, ça arrive à ne faire parler que des gens qui sont des activistes dans un sens ou dans un autre. C'est coupé du politique. Il y a une façon moins mauvaise, mais qui s'est révélée catastrophique, et j'en ai été un acteur et donc j'en suis parfaitement conscient, c'est de faire des comités consultatifs d'eux, comme on l'a fait pour la biotechnologie, etc. Pourquoi? Parce que si on fait ça et que si le politique s'en lave les mains, finalement le politique laisse le comité biotechnologique prendre des décisions. Et on arrive à cette évolution très profonde qui est en train d'arriver de façon générale, où le politique se lave les mains de tout, en confiant à des hautes autorités machin, hautes autorités trucs, comités consultatifs, le soin de prendre des décisions qui sont en fait en théorie des avis, mais qui sont en fait des décisions. Et le politique ne prend plus aucune décision parce qu'il ne sait plus les prendre, parce qu'il n'ose plus les prendre, parce qu'il a peur de prendre des risques, parce qu'il a peur de prendre des coups. La seule solution, c'est de rendre en politique sa grandeur, de faire que des gens comme Étienne Klein deviennent parlementaires et viennent s'exprimer au Parlement, dire cela en étant un acteur de la vie politique. Et on pourrait se poser la question de pourquoi ça ne vient pas à l'esprit de scientifiques de devenir, comme c'était le cas aux grandes époques de la démocratie, des représentants du peuple, et de faire en sorte que le pouvoir parlementaire, qui est vraiment l'incarnation institutionnelle de la démocratie, dispose des moyens d'études, de recherche pour prendre des décisions et que les décisions soient ramenées là
il ne reste pas extérieur, parce que sinon on court à toutes les catastrophes totalitaires. Mademoiselle. Mademoiselle, et je tiens à vous dire, probablement vous serez la dernière personne à poser des questions, c'est une horreur, je sais, tellement de mains se lèvent, tout le monde veut poser des questions, et nous ne pouvons pas d'ailleurs prolonger au-delà. Alors monsieur, parce que monsieur Attali s'en va d'ailleurs. Oui, attendez, on va vous donner un micro, mais d'abord mademoiselle. Attendez, sans micro c'est impossible. Mademoiselle, oui. Et ensuite vous. D'accord. Bonjour, je serai brève, je m'appelle Charlotte. Donc Monsieur Attali parlait d'une inéluctable occidentalisation de la planète. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux d'urgence une orientalisation de l'Occident et que les grands dirigeants de ce monde reçoivent des enseignements approfondis de philosophie holistique afin de sortir du cartésianisme et du « je pense donc je suis » et d'entrer dans une philosophie plus ouverte, plus participative et dans « je pense donc tu es ». Merci de votre question. On va prendre la question de madame, s'il vous plaît. Et dame en rouge, s'il vous plaît. La dernière question, ensuite on répond. Oh non, on va vous en donner un. Non. L'UNESCO est très équipée. Non, attendez, bougez pas. On a encore une seconde, on va vous donner un micro. Voilà, on vous écoute, mais c'est une question, madame. Allez-y. Donc, je répète. Oui. Bon, très bien, vous avez fait des beaux exposés, magnifiques. Pourquoi faut-il... Vous avez parlé de volonté farouche, monsieur Attali, pour aider les pauvres, et que vous alliez vous y atteler, monsieur Attali. Pourquoi faut-il une volonté aussi farouche pour aider les pauvres que pour les maintenir? Parce qu'il faut aussi les maintenir. N'est-ce pas? C'est bien ce que disait M. Arthur Lindsay, le conseiller militaire de M. Truman. Il faut maintenir les forces. Alors, M. Attali, je suis désolé pour les questions, je suis désolé mais d'abord parce que vous partez, donc voilà. C'était prévu 18h et je vais partir à l'heure où il était prévu, donc vous conclurez sans moi, je m'en excuse, je devrais partir vraiment à l'heure prévue. Sur quoi voulez-vous que je parle? De ce que vous voulez. Oui, sur l'occidentalisation de la planète. Quand j'ai parlé de l'occidentalisation, j'ai dit ça non pas comme un souhait, mais comme un pronostic. Allez vous promener où que ce soit dans le monde, y compris dans les coins les plus reculés de l'Orient, et vous verrez que le modèle, c'est devenu l'Occident. C'est pas l'Occident en tant que tel, peu importe son origine géographique. D'ailleurs, l'origine de l'Occident est en Orient, puisque c'est le couple judéo-grec qui est à l'origine de la pensée occidentale, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt en Orient. C'est l'individualisme qui est en train de l'emporter. Et on peut le regretter, moi-même je le regrette, mais c'est la pensée individualiste, le désir de liberté individuelle qui est en train de l'emporter. Je pense qu'il y aura un basculement vers un altruisme qui est d'ailleurs incarné par différentes valeurs qui sont en train de surgir, mais il y a d'abord, comme à la fin de l'Empire romain, une généralisation des valeurs de l'individualisme, puis l'altruisme pourra, je l'espère, l'emporter. Ça sera le mot de la fin parce que nous devons arrêter. Je vous cite les 3 bouquins. Étienne Klein, Discours sur l'origine de l'univers. Formidable bouquin pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui a précédé l'aventure de l'humanité. Demain, Qui gouverne le monde, Jacques Attali et Joël de Ronet. Tous ces livres sont en vente je fais de la pub, à la librairie qui est en face. Joël de Ronet, 2020, les scénarios du futur. C'est une très très belle soirée. Au revoir.